Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour une conférence sur le thème du ski en très haute altitude. Il faut savoir que l'ENSA et l'ENSEM, plus globalement, organisent une fois par mois des conférences ici dans l'amphithéâtre. Le thème de ce soir, c'est un thème qui colle particulièrement à notre école puisqu'il s'agit à la fois de ski et d'alpinisme, deux disciplines qu'on enseigne ici. Les deux intervenants d'ailleurs connaissent bien l'école pour y être actuellement en formation ou diplômés. Je vais commencer avec Tiffaine Duperrier, qui est originaire des Bauges, qui est pisteur secouriste à Val d'Isère l'hiver et guide de haute montagne l'été à Tignes quand elle n'est pas en expédition quelque part. Tiffaine, c'est vraiment un profil qui est axé sur le ski de pente raide, avec un goût prononcé pour la haute altitude, mais aussi toujours à la recherche de lignes esthétiques. Elle nous en parlera, mais dans les lignes esthétiques, il y a le Leila Peak, qui est un 6000 du Pakistan. Elle a aussi skié le Spantik, qui est un 7000. Le Nanga Parbat, tout proche du sommet, on en parlera, qui est un 8125 mètres. Et elle forme une cordée réputée, dont la réputation n'est plus à faire avec Boris Langenstein, Langenstein, qui est en Pakistan. Et l'été dernier, du coup, ils sont partis avec Guillaume Pierrel, qui est ici, et Aurélia Lanoé, au Gasherbrum 2, qui est un 8000 du Pakistan. Et du coup, Guillaume Pierrel, il connaît bien aussi l'école puisqu'il est diplômé de la filière ski, moniteur de ski, et il est aspirant guide de haute montagne. Il est originaire des Vosges. Il a attaqué la montagne d'abord par le ski en tant que moniteur, et puis s'est vite tourné vers aussi les pentes raides du massif. C'est quelqu'un qui aime aussi aller un peu vite, puisque j'ai trouvé quelques traces de participation à la Pierramenta, à l'UTMB, donc qui est entraîné. On verra si c'est utile à ces hautes altitudes ou pas tellement. Tu nous diras. Et on est très content puisque c'est une discipline qui est pas tellement médiatisée, le ski à ces hautes altitudes-là. Et ce soir, il vient aussi nous présenter un film qu'il a réalisé et qu'on va projeter. Et du coup, juste avant le film, j'avais une question pour chacun. D'abord, Tiffaine, pourquoi le choix du Pakistan? Parce qu'il y a quand même beaucoup de sommets dont le Gasherbrum qui se situe au Pakistan. Bonsoir. Le choix du Pakistan, ça a commencé déjà avec le Leila Peak, parce que c'était une montagne vraiment emblématique, qui a toujours été un peu dans le viseur des skieurs un peu d'extrême, on va dire. Et puis en fait, après le premier voyage, on s'est rendu compte que là, c'était une destination incontournable du ski, parce qu'il y a une densité de montagne qui est incomparable. J'ai pas beaucoup fait d'autres pays, mais en tout cas, comparé au Népal, il y a rien de similaire. Et Guillaume, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie? Donc toi, c'était un peu plus nouveau dans cette pratique-là, autre que le ski de pente raide à Chamonix. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Gasherbrum et aussi, surtout, de faire ce film? Et parle-nous un peu de ton envie de faire ce film. Alors bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir, merci Clem. Donc par rapport à l'expérience finalement, c'est de croiser le chemin de gens comme Boris ou Tiffaine qui nous donnent envie d'y aller. Ils avaient déjà de l'expérience, donc finalement j'ai juste raccroché le wagon et je me suis permis de m'inviter à la fête. Et puis c'est quand même quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. De voyager, de vivre une expérience à l'étranger, une expédition avec tout ce gros mot qui est le mot expédition. Voilà, puisque j'en avais jamais fait vraiment, en tout cas dans les Himalayas. Et par rapport au film, c'était de me dire, voilà, peut-être que j'aurais peut-être qu'une fois la chance d'aller à 8000 dans ma vie. Donc autant ramener quelques images. On était quand même très amateurs, puisque j'ai pas du tout de formation audiovisuelle ni quoi que ce soit. Donc on est parti avec les moyens du bord. Et puis avant de partir, j'ai dit je vais essayer de contacter des gens justement dans la vallée qui ont l'habitude de produire et de réaliser des films. Et j'ai eu la chance de croiser à nouveau une autre personne qui s'appelle David Lacôte, PVS Compagnie, qui m'a dit écoute, quand tu rentres, on verra, ramène-moi ce que tu peux.
Et puis c'est là que ça a commencé, finalement, vraiment sur le plan de la production du film. Et puis avant de partir, on s'est documenté sur la destination. Et puis là, on va pas raconter l'histoire du film, mais on s'est dit, effectivement, il y avait des Français qui étaient là-bas il y a 45 ans, donc il y a forcément une histoire à raconter, une histoire humaine et un joli récit d'aventure. Donc voilà, ceux qui viennent pour voir du ski, vous n'allez pas en voir beaucoup. C'est un récit d'aventure, un récit d'expédition, avec un tout petit peu de ski. Mais on en parlera après. J'étais tout petit quand mon père a commencé à me transmettre la passion de la montagne. J'ai en tête une expédition à ski, à 8000. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai des mentors, des grandes figures. C'est un peu grâce à elles qu'on écrit notre propre histoire. Et on va essayer d'aller poser un camp un peu haut pour s'acclimater, pour dormir un peu en altitude. Toute la phase qui vient de partir. J'espère qu'il n'y avait personne là-bas, hein. Il faut s'en aller là. Tout vaut le coup d'être sacrifié pour un sommet. Je suis pas sûre. Le mieux, c'est quand même de rentrer vivant et de rentrer content. Il y en a de partout à l'intérieur, tout est gelé. Ouais. Moi, si ça continue comme ça, demain, j'y vais pas. Et on verra. L'idée, c'est de tenter le push pour le sommet. Merci beaucoup pour ce beau film qui nous a fait bien voyager. Du coup, là, on s'est concentré sur l'expérience au Gasherbrum, mais le thème un peu plus général, c'était aussi le ski en très haute altitude. Tiffaine, est-ce que toi, tu peux nous raconter un peu ton expérience sur les 6000, 8000 ? Comment tu choisis tes lignes ? Est-ce que c'est toujours en fonction de la haute altitude ? Quelle ligne tu as préférée parmi toutes celles que tu as skiées ? Ce serait difficile de faire un choix, je pense, parce que toutes ont une histoire. Pour le choix des lignes, en général, c'est plus... ça commence au Pakistan, c'est un peu particulier, parce que ça a commencé quelque part, et en fait, ça a commencé avec le Leila Peak, où on avait une photo déjà à la base. Et quand on voit la photo du Leila Peak, voilà, on peut pas se dire qu'on va pas y aller un jour. Et après, donc du coup, de fil en aiguille, on va à un endroit, on voit d'autres montagnes et puis ça se déroule comme ça, en fait. Plus sur des images qui circulent, des photos, voilà. Et la photo précédente, donc du coup, c'était au Nanga Parbat en 2019. Et justement, au Nanga Parbat, donc Boris est allé jusqu'au sommet. Tu t'es arrêté quelques mètres en dessous du sommet. Est-ce que tu peux nous raconter aussi cette expérience particulière que tu as vécue dans l'attente que Boris monte et redescende ? Ouais, juste pour resituer le contexte, on était au Nanga Parbat tous les deux en 2019. Et en fait, ça a été un petit peu compliqué l'assaut pour le sommet, en fait, du camp 4 jusqu'au sommet. Parce qu'on n'avait pas une très bonne fenêtre météo finalement. Et donc du coup, on a fait une première tentative pour le sommet qui n'a pas marché. On est redescendu, on s'est reposé une journée à 7300 mètres. Et après ça, on a remis une journée pour faire le sommet. Donc niveau physique, c'était assez éprouvant. Et cette journée du coup pour le sommet, on part, tout va bien et à un moment donné, en fait, moi j'ai eu un problème d'otite barotraumatique, donc lié aux pressions d'altitude. Et Boris, on était à 10 mètres de distance et puis c'était un peu très flou comme situation parce que finalement je lui ai dit vas-y, je t'attends là. Lui il m'a dit non, redescends. Je dis non, je t'attends là. Et en fait, il est parti pour le sommet et je l'ai attendu à 7800 mètres. Donc le temps qu'il fasse l'aller-retour, c'est à peu près 5h30 quoi, pour 300 mètres de dénivelé. Donc voilà, heureusement, il est revenu à l'heure parce que j'avais quand même regardé
le chrono. Et enfin, j'avais regardé la montre et je m'étais dit s'il revient pas après cette deadline, quoi, ça aurait été une autre histoire, mais il est revenu. Et du coup, il faut savoir que vous faites ça dans une éthique, on appelle ça le style alpin, on en parlera juste après. Donc toi, tu es là-haut sans oxygène. Est-ce que tu as souffert d'hallucinations, de gelures pendant cette attente-là ou pas du tout? J'ai pas souffert de tout ça. Je crois que j'ai eu une gelure à un doigt, mais il y avait vraiment rien du tout. Mais je me suis endormie je pense au moins pendant 1 heure. Et après, je me suis forcée à vraiment plus creuser un trou, vraiment gros, parce que je me disais, si jamais on doit rester là, il faut que ce soit confortable et tout ça. Et je me suis vraiment forcée à faire ça, à faire cet effort, ouais. Guillaume, toi, qu'est-ce que dans cette première expérience de haute altitude, qu'est-ce qui t'a paru le plus dur, ou est-ce qu'il y a un élément que tu n'avais pas anticipé comme difficile et finalement qui t'a beaucoup coûté sur ce 8000 du Gasherbrum? Alors, étant donné en fait qu'on était 4, personnellement, bien entendu, il y a plein d'émotions qui te traversent, mais tu essaies de penser au collectif. Et donc, la difficulté, je dirais, principale, c'était que on avait quand même envie d'être les 4 au sommet. Donc, tu mets tous les moyens en œuvre pour que ça se fasse. Et puis, quand tu es au sommet, c'est ce que là, d'ailleurs, on n'a pas vu dans notre récit, la descente. Et la descente, c'était pas du ski vraiment plaisir. C'était assez difficile. Et je crois que c'est ça qu'on n'avait pas vraiment préparé, parce que ça se prépare pas. Mais c'est ça qui a été le plus délicat. Donc c'est en plein dans le sujet, ski à 8000. Et c'est un moyen de transport, le ski à cette altitude. Et parce qu'on aime ça et que c'est un peu dans le prolongement de notre corps, on aime vraiment le ski. Donc c'est pour ça que je pense à un sommet comme ça, d'ailleurs, moi j'y serais pas allé à pied. Mais la descente était vraiment, vraiment compliquée. Et en fait, ton corps a juste envie de tout relâcher, toute la pression. Quand tu es au sommet, et donc quand tu pars, il faut récupérer les camps. On n'a pas fait les Américains, on a tout récupéré. Donc du coup, tu récupères les tentes, tu récupères tout ce que tu as laissé un petit peu tout le long de la montée, et tu te retrouves avec un énorme sac, des tout petits skis, forcément légers à la montée, mais inskiables à la descente. Et puis on a eu des passages, un petit peu, de la neige délicate, des gros changements de neige, et les dernières pentes en bas qui étaient gelées. Et ça, tout ça, on l'avait pas anticipé. Et avec la fatigue, l'accumulation de la fatigue, du stress, c'était, je crois, le plus inattendu et le plus difficile. C'était assez exposé. Il n'y avait vraiment pas le droit à la chute à ce moment-là. Dans les dernières pentes, en fait, avant d'arriver au camp 1. Et justement, ça anticipe un peu une question de plus tard. Est-ce que vous cotez vos descentes à ski ? Et si oui, est-ce que vous prenez en compte l'altitude dans la cotation ? Peut-être que Guillaume ou Tiffaine, vous pouvez nous expliquer qu'il y a des cotations en ski de pente raide. Et bon, pour le Leila Peak, où là, c'est des voies normales, je ne sais pas si on garde la cotation alpiniste ou vous cotez pas du tout vos descentes. Alors justement, ça m'a fait rire de voir cette question, parce qu'en fait, nous, on n'a jamais coté l'éperon Villaret, l'éperon Sud, l'éperon des Français. Et j'ai vu passer dans un magazine qu'il y avait une cotation qui avait été posée, mais je sais pas qui c'est qui l'a donnée. Et donc en fait, après les cotations qu'on a ici, elles peuvent peut-être être retranscrites sur des lignes là-bas, mais à titre vraiment perso, je mettrais pas forcément de cotation, ou alors une cotation globale, je sais pas moi, un AD+, ou un TD, ou voilà, assez difficile ou très difficile, mais pas forcément une cotation en ski. Ou sinon j'aurais dit mettez tout au max, parce qu'à la descente, quand ça sent un peu la mort, justement avec les facteurs de la haute altitude, de la fatigue, etc. Je sais pas, on a peut-être, ça c'est non, ça c'est plutôt. On a une belle photo, je crois, de la descente de Tiffaine, qui est celle-là. Voilà, ça c'est les pentes du bas. Et donc je sais pas moi, en termes de pentes, c'était des pentes le haut, ça devait être 50, le petit bombé peut-être à 55, et puis après c'est des pentes à 50, quoi.
Et avec voilà de la neige, tout petit peu de neige sur de la glace. Enfin, donc du coup, ça pourrait s'apparenter à une cotation qu'on pourrait donner ici, je sais pas moi, de 5 points quelque chose. Mais moi déjà les cotations je les connais pas bien ici en France, donc j'aurais du mal je saurais pas dire en fait. Ce qui me vient surtout à l'esprit dans ces grandes descentes, c'est l'exposition. Voilà, si la chute elle est interdite ou pas en fait. Plutôt sur l'exposition. Et ce qui change tout, enfin ce qui change beaucoup dans vos ascensions, c'est l'oxygène ou pas. Tiffaine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'éthique que tu t'imposes, la façon d'aller gravir ces montagnes au Pakistan? Moi, je me suis jamais trop posé la question de oui, on va prendre l'oxygène. Elle est souvent posée en fait en amont avec l'agence si on part avec de l'oxygène de secours au camp de base, enfin disponible en cas de problème. Déjà, même ça, on a toujours dit, non, parce que déjà il y a un surcoût, il y a du poids, voilà. Et puis après sur la montagne, non, vraiment on s'est jamais même questionné avec Boris sur est-ce qu'on prenait de l'oxygène ou pas. La réponse était assez claire en fait. C'était non, parce que si tu peux pas le faire avec assistance d'oxygène, c'est que, enfin, si tu veux le faire comme ça, c'est que t'en es pas capable en fait. je confirme avec Aurélia, on était des rookies, des Candice. Et donc, quand je leur ai posé la question, mais avec Aurélien, on se pose la question de si on veut avoir une petite bouteille quand même d'oxygène au camp de base. Ouais, c'était pas le sujet. Donc, on est parti sans rien. On avait quand même demandé aussi au GMHM pour avoir même un caisson. Enfin, bon, eux, ça les faisait quand même assez rire. Donc, du coup, on a dit, bon, allez, on met ça de côté. Et puis voilà. Après, oui, sur la montagne, c'est même pas... Enfin, la question s'est pas posée d'avoir des cordes fixes ou de l'oxygène. Ça, on était tous d'accord avec ça. C'était si t'arrives à avancer sans oxygène, bah t'y vas. Et enfin, tu sais pas où tu vas, mais t'y vas. Mais en tout cas, non. C'est peut-être pas forcément intelligent. Hein. Mais bon, si ça vous réussit jusque-là. Est-ce que vous utilisez un matériel très différent? On a entendu des skis forcément légers, encore plus courts qu'ici. Et surtout, si tout était possible, quelle innovation côté ski, du coup, vous aimeriez pour les hauts sommets, pour la haute altitude? Et la dernière question, c'est est-ce que c'est toujours une question de poids, comme on voit ici du matériel de plus en plus léger? Est-ce que c'est toujours vers ça que vous tendez pour faire du ski à cette haute altitude? Il faudrait qu'on puisse monter les skis en drone, faire une dépose, comme les Polonais avec les médicaments. Non, oui, c'est du matériel qui est hyper light, donc forcément tu cherches à monter des petites allumettes, des skis les plus légers possibles. À nouveau, c'est pas pour faire du grand ski, c'est pas du freeride. On sait que ça va être juste un moyen de transport et qu'on va glisser du mieux qu'on pourra. Donc du coup, forcément, on prend du matos hyper light et ça veut dire qu'à la descente, c'est forcément un peu court, un peu fragile. T'as pas envie de casser un ski, donc tu skis comme une luge à foin. C'est de la survie, quoi. C'est du ski de survie. Ouais. Moi, je suis très contente de mes skis. Non, j'ai un ski plutôt classique, je pense, par rapport à ce qu'avaient pris Guillaume et Aurélia. J'ai plus un ski tout terrain, en fait, qu'on utilise ici tout le temps. Et j'avais aussi fait le choix d'avoir des chaussures un peu plus lourdes. Donc, j'ai pas forcément le poids en tête sur le matériel, en tout cas de descente. C'est pas un truc qui me... Moi, si on pouvait faire des gros efforts au niveau de la nourriture... Là, vraiment, ouais, je signe. C'est intéressant de voir que c'est deux approches différentes. Moi, je mise plus sur le côté d'être léger à la montée, quitte à faire un peu du ski. Et du coup, en termes de le fameux haut patin, toi, Tiffaine, quand tu dis des skis classiques, tu es sur quel... En 88. 88. Et alors toi, ça devait être vraiment fin du coup? Non, j'avais les Upax, 84. Ok. 84. Voilà, ça nous donne une idée si on veut y aller. Prépa 95. Du coup, je me demandais, souvent ici, on a des outils pour photographier, jumeler les faces,
on les voit évoluer sur tout l'hiver. Là-bas, vous vous rendez quand même dans une vallée à un instant T sans avoir pu vraiment voir l'évolution de la face au niveau des conditions quand on skie du raid comme ça et sur des faces où la neige change énormément, j'imagine, entre 8000 et le camp de base. Est-ce que vous vous imposez toujours de remonter dans l'itinéraire que vous allez skier à la descente ou peut-être, là ça a été le cas, mais peut-être toi, Tiffaine, tu as eu d'autres expériences où juste en jumelant la face, en étant quelques jours au camp de base, vous êtes permis de remonter et de descendre par un itinéraire différent? C'est pas arrivé souvent, c'est arrivé vraiment qu'une seule fois, c'était au Leila Peak, où on est monté en face sud alors qu'on descendait en nord. On avait assez bien regardé et c'est vrai qu'on a été, bon, là, on a été vraiment surpris au niveau de la qualité de la neige en fait sur les derniers mètres. Plus au départ dans un mauvais sens parce qu'il y avait beaucoup de neige. Donc voilà, là, bon, on s'est retrouvé là, on a fait le choix de continuer, mais dans les autres itinéraires, je pense que c'est assez indispensable de remonter là où tu descends à ces altitudes parce que c'est un trop gros pari, je pense. C'est un trop gros risque que de le faire à vue. Ça me paraît un petit peu... ce serait encore un niveau au-dessus, je pense, de faire un itinéraire comme ça en haute altitude à vue. Et justement, du coup, une question pour tous les deux. Comment vous voyez l'évolution de ce ski en haute altitude? Est-ce que ça va être plutôt ouvrir des lignes nouvelles, skier vite? Est-ce que c'est vraiment possible à cette altitude, cette qualité de neige qui est beaucoup de répétitions? Est-ce que c'est quelque chose, on voit que c'est des pratiques qui se développent dans nos massifs? Comment vous voyez dans les 5-10 ans, on va dire, l'évolution de cette discipline là-haut? Je crois pas avoir vraiment de réponse parce que je suis pas physionomiste à ce point. Mais dans 5-10 ans, je sais pas. En tout cas, nous, on a aimé. Et sûrement qu'on y retournera. Et d'ailleurs, il y en a sûrement dans la salle qui sont aussi morts de faim de ce genre d'expédition, de projet. Et tant mieux. Et donc non, je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse, mais le ski en haute altitude, c'est sûr qu'il y a des très belles lignes qui n'ont pas été faites et qui donnent envie. Et j'irais assez à l'international. Enfin, en Europe, on retrouve quand même pas mal de skieurs qui sont maintenant ski au pied en Himalaya. Je pense que c'est un peu... il va y avoir, je pense, dans le futur, des grandes répétitions techniques, en alpinisme pur, je parle. Et puis après, il va y avoir l'autre version, le ski, quoi. Alors après, ça va dépendre de la quantité de skieurs qui vont vouloir relever ce genre de défi. Mais on verra. Après, ce qui est vite en altitude, là, physiquement, faut être vraiment solide. Parce que c'est pas plus de 5 virages, hein, quand même, en général. Et après, c'est pas comme à l'échelle d'un massif comme ici, quoi. Il y a tellement de sommets. Enfin, je pense, avant que quelqu'un aille refaire les ponts des Français, ça serait, je pense, ça serait une bêtise, quoi. Ça serait une erreur. Enfin, non, mais ça serait cool, mais je veux dire, il y a plein de lignes partout. Le ski en haute altitude, il y en a beaucoup à faire. Des lignes. Et est-ce que vous voyez un tour? On sait que le tourisme des 8000, enfin les expéditions dites commerciales se développent. Est-ce que vous avez vu sur place déjà des signes où vous êtes futur guide et guide diplômé d'emmener éventuellement des clients? Est-ce que ça se ferait sur des sommets plus accessibles, les 6000 de ces régions-là? Comment vous voyez peut-être le développement de ces expéditions plus commerciales? Il faudrait qu'on fasse une visioconférence avec Boris, qui est là-bas, je crois, avec des clients, non? Il est là-bas avec un client, ouais, donc pour faire du ski. Là, ils ont fait 5005, ça s'est très bien passé. Mais c'est pas une expé commerciale, donc ça a quand même rien à voir. Mais on l'a vu un petit peu, moi je l'ai vu un petit peu au Tibet, avec des grosses expés américaines, avec 12 clients sur un 8000. Ça fait pas rêver du tout. Avec les skis? Non, sans les skis, okay. Mais ouais, c'est tout aussi laborieux. Hein.
C'est vraiment... là, il faut prendre en charge 12 personnes parce qu'il faut faire de l'eau, il faut faire à manger, il faut anticiper les besoins de tout le monde. Et comme Guillaume il disait, là, un petit détail peut vraiment tout faire foirer. Et bon, les expés commerciales, j'y vois pas... ce serait pas quelque chose à développer pour moi. Pour le ski, c'est trop compliqué. pour Plutôt le ski, du c'est 1 comme il fait Boris. Ouais, non, c'est pas possible. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres endroits là on se concentre beaucoup sur l'Himalaya. Est-ce que on sait qu'en Alaska aussi il y a des sommets assez hauts qui sont skiés aussi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits de haute altitude, bon c'est un peu là que se concentrent les gros sommets, mais qui vous attirent ou qui serait possible de skier Bah ouais, il y a l'Alaska, c'est clair que ça reste quelque chose pour ma part quelque chose à découvrir et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et puis il y a aussi tous ces sommets là donc où Elias Milleriou il a été, où il y a des grands dénivelés, c'est pas forcément très haut, mais il y a des grands dénivelés qui sont très intéressants. Et puis après il y a des petits pays aussi dans l'Asie du centre qui sont malheureusement fermés maintenant, mais j'espère qu'ils vont ouvrir un jour. C'est ça, c'est toutes les zones militaires qui finalement, en frontière justement afghane, Chine, Inde, etc. Et je pense qu'il y en a des centaines, des très jolis sommets qui restent vierges. Toute la Chine, tout le Tibet, la Birmanie aussi, il y a des trucs, je pense, incroyables. Il y a encore vraiment du boulot. Et je me posais une question justement pour ceux qui voudront partir en Chine, au Tibet ou de nouveau au Pakistan. Le coût d'une expédition comme ça et le temps consacré pour les gens peut-être qui connaissent moins. Alors, ça m'a coûté peut-être un peu plus cher que vous parce que moi, j'avais forcément pas tous les équipements. Donc là, pour 2 mois, donc au Pakistan, ça m'a coûté environ 12 000 euros. Voilà, donc avec l'agence, le matériel, tout là-bas. Et sans compter les petits achats de caméras et de... voilà. Et après... Après, de préparation, vraiment, ouais, ça prend pas trop de temps, mais ouais, 6 mois. Enfin, juste de mail, hein, d'échange avec l'agence, tout ça. Voilà. Encore une fois, là, on passe par une agence. Si tu fais tout toi-même, c'est comme on voit par exemple pour l'Alaska où tu dois tout faire toi-même. Là, c'est quand même un peu de boulot. Mais bon, plus après, plus tu vas avoir d'expérience. La première fois, ça peut piquer un peu l'administratif et et la préparation de l'inconnu, quoi, la bibliographie, etc. Tout ce que tu vas rechercher d'infos. D'ailleurs, il y a une très bonne bibliothécaire ici qui nous a bien aidés. Voilà. Et heureusement qu'ils sont là. Oui, je le rappelle, on a un centre de documentation à l'ENSA qui est ouvert au public, donc n'hésitez pas à passer voir. On a vraiment toutes les topos pour si vous voulez faire partir skier des 8000. Et justement, les prochains projets, si vous souhaitez nous les confier, ou les prochaines envies de sommet à skier. On part presque en vacances ensemble avec Tiffen, à 1 mois pile d'écart, au même endroit. Voilà, ce printemps. Et c'est dans quel coin ? En Alaska. Ah bah voilà. Ah, voilà. Mais bon, voilà, on le dit là, mais ça peut changer. Hein. Ah. Peut-être qu'on va partir ensemble. Je sais pas. Et merci beaucoup. On va laisser un bon temps d'échange avec vous. Donc, Alors bravo pour le film déjà, très, très chouette, vraiment. Et moi je me questionnais, c'est quoi le sac très gros en termes de poids avec lequel vous skiez là, dans le bas de la face qui paraît très raide et engagé? Là, du coup, quand on arrive dans le bas de la face, on a déjà bien mangé tout ce qu'on avait. Donc normalement, on est plus entre 15 et 18 D'accord. kilos. Donc ouais, vous arrivez quand même à avoir des tentes d'altitude très allégées. Parce que mine de rien, ça fait vite du poids, ça aussi. Assez légère, ouais. Là, les tentes, elles sont... 2 kilos, on est autour de 2 kilos, 2 kilos 3. Ouais, nous on avait même un peu plus léger. Mais... Ah, pour des tentes de place. Ouais. C'est du léger, ouais. Ok. Après des tentes d'assaut, oui, maintenant il existe des choses à 1 kg, 1,2 kg.
Nous, on était partis sur un petit peu plus lourd, parce qu'en fait, Guillaume, qui faisait cordée avec Aurélia, ils avaient une tente plus légère, et nous, on a une tente presque 3 places, et un poil plus costaud. Ça permet de moins renverser le réchaud, quoi. Exactement. Éventuellement. Merci. Une question pour Guillaume. Les chaussures que tu as utilisées, c'était lesquelles? C'était de la marque Scarpa, les F1. D'accord, parce qu'on voyait que c'était comme couvert. Oui, alors en noir. fait, on s'est fait un petit atelier couture, bricolage, là-bas, quand on n'avait rien à faire. Et en fait, tu viens coller une protection extérieure pour isoler en fait déjà la chaussure en elle-même, avant de remettre encore ton enveloppe néoprène par-dessus. D'accord. Et donc, tu fais des essais, des bricolages, de thermosoudure au briquet. Enfin, tu essayes d'éviter vraiment les gelures. Donc, ta chaussure, elle est customisée. Déjà, avant de partir ici, tu changes de chausson. Tu vas apporter un chausson qui sèche assez rapidement, alvéolé. Et puis après, sur l'enveloppe extérieure, tu essaies de bricoler pour avoir une chaussure qui résiste le mieux au froid. Et en fait, c'est un ratio entre le fait de pas transpirer et de pas non plus... de pas avoir trop froid. Donc, enfin, faut trouver le bon compromis. Donc, moi, j'avais collé, on avait utilisé différentes colles, différents isolants. Ouais, en fait, c'est une surchaussure néoprène. Et dedans, on s'est dit que c'était pas con de mettre de l'isolant multicouche de camion, en fait, qu'on a collé dedans. Alors, elle l'avait collé sur le néoprène et moi, j'avais collé sur la chaussure. Voilà. Mais l'odeur était toujours le même après. L'odeur des chaussures, c'était toujours le même après. Ça ne change pas. Heureusement qu'on n'a que l'image, je peux te le dire. Merci. Bonsoir. Juste une question sur le temps d'acclimatation. Combien de temps a duré l'expé en tout, toute la prépa jusqu'au camp de base et après du camp de base jusqu'au sommet? En gros, on est parti 2 mois et on a passé quasiment 3 semaines à s'acclimater dans 2 régions différentes. Et l'altitude max qu'on a fait, c'est 6002. Voilà, en 3 semaines. Et puis après, on a enchaîné sur le 8000. Et justement, on me demandait, moi, mais combien de temps tu te prépares en avance? Comment tu fais pour t'acclimater ici, sur le massif ou en France avant de partir? Et pour la blague, parce que je trouve que c'est quand même assez drôle, bon, c'est un monstre, hein, Boris, il est pas là, mais c'est un monstre. Et il dit, ouais, non, mais moi, j'ai rien fait pendant 2 mois, les gars. Avant, j'étais en mode short plage avant de partir. Et voilà, et c'était lui qui était devant et qui traçait, quoi. Donc en fait, l'acclimatation, bah ouais, elle s'est fait. Il n'y a pas besoin de la faire tellement en amont. Ouais, en fait, là, on parle. Donc, Boris, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel en termes d'endurance. Mais on peut pas dire que ne pas s'entraîner, c'est bien. Mais faire du jus, c'est bien aussi. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut surtout, c'est partir bien reposé et puis un peu costaud, quoi, un peu lourd. Avec des réserves aussi, parce que tu perds un peu du poids en passant. Ouais, boire beaucoup. Moi, personnellement, je bois très très peu. Je pense que je bois moins d'1 litre par jour. Pendant la montée, hein. Après, quand je m'arrête, je me force vraiment de boire. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en altitude, tout se dégrade, en fait, toutes ces fonctions. Tu perds l'appétit, tu perds l'envie de faire quelque chose, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Tu luttes déjà juste au moins pour avancer et te motiver à avancer. Donc du coup, te motiver à sortir un bonbon ou quelque chose à manger puis voilà, il y a tout qui gèle. Donc c'est vrai que non, tu bois pas vraiment quand tu avances. Et après, tu essayes de faire le maximum d'eau. C'est la grosse mission. Une fois que tu as fait ta terrasse, tu as mis ta tente. Voilà, la seconde grosse mission, c'est de faire de l'eau. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le récit, où le dernier jour, ils nous prêtent leur réchaud parce que le nôtre, il déconne. Et en fait, quand tu es là-haut, si tu bois pas, c'est quand même c'est un vrai problème, quoi. Tu pourras pas aller plus loin. Et même redescendre, je pense que ça serait vraiment problématique. Et avoir qu'un réchaud pour 4, ça aurait été vraiment problématique. Mais donc on s'est fait une petite frayeur avec ça, quoi. C'est sûr que l'eau, c'est... Donc le soir, tu en bois le maximum. Même si tu n'as pas tellement envie, il faut vraiment boire énormément. De la tisane.
Ma question, c'est comment vous avez fait pour estimer un peu le risque d'avalanche? On voit qu'il y a une énorme avalanche. Et là, vous partez dans une monstre face et vous vous dites comment vous faites? C'est un pisteur là qui pose la question. Le risque d'avalanche, bon, on est sur des conditions assez similaires à un été ici, je pense. Après, le jour où on voit l'avalanche, il avait neigé la veille 30 cm. Donc c'était prévisible, à coup sûr, ça allait descendre. C'est une face qui est à plus de... Enfin, je pense qui est un peu au-delà du 45-50. Donc l'avalanche, c'était pas forcément une surprise. Après, arriver sur place, il faut quand même avoir un œil un petit peu sur tous les versants, partout, et essayer de se faire une idée un petit peu comme ça. Et malheureusement, c'est un peu sous les skis que tu vas pouvoir apprécier vraiment la neige, quoi. On avait des toutes petites fenêtres météo, enfin même si finalement on a quand même eu beaucoup de chance avec la météo. On a eu le soleil là pour le sommet pendant 3 jours, et le 4e ça a commencé à se dégrader. Mais en fait c'est une histoire de timing. Quand tu pars du camp de base, tu vas avancer vers ton objectif, et là quand on part, on s'est tous regardés, on n'était pas tous d'accord parce qu'il neigeait vraiment point fermé. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on fait pas une bêtise de partir aujourd'hui, est-ce qu'on devrait pas mieux de partir demain? Mais le créneau était court, il était juste après, donc on a dû partir sous la tempête. Donc ça coulait quand même de partout, quoi. Quand on est monté, on avait fait notre dépose de matos un peu plus haut, quand on a rejoint le pied de la face au camp 1, ouais, il neigeait et c'était quand même un peu puant. Mais on savait qu'on avait le créneau de beau derrière, donc t'acceptes une petite part de risque d'avoir une avalanche. Voilà, notamment sur l'icefall, là, on entendait que ça coulait, on voyait rien, mais on entendait que ça coulait dans tous les sens. Mais tu prends ce risque-là pour avoir ta fenêtre météo les jours d'après. Parce qu'en fait, ce jour-là, quand on montait, on n'était pas exposé non plus aux avalanches. Voilà. Est-ce que pour vous, il est plus facile de descendre à ski d'une montagne? Ah bah là, clairement, ouais. Ouais, pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est un moyen de transport, mais ça va être comme le paralpinisme, voilà, enfin le parapente, le ski, voilà, la combinaison de plusieurs activités. Déjà, c'est plus fun. C'est de compléter différentes activités. Et donc, ouais, je trouve que le ski, il apporte vraiment un plus. Et après, moi, je suis plus à l'aise avec les skis au pied que par exemple avec les piolets dans les mains. Enfin, je suis meilleur sur les skis qu'en glace, on va dire. Donc finalement, c'est assez naturel. Et même si c'est vraiment de la neige compliquée, je trouve ça quand même plus facile à redescendre en ski qu'à pied, clairement. Et je pense qu'en altitude, c'est un vrai gage de sécurité, en fait. Parce que tu peux quand même tu peux perdre de l'altitude très vite, même si c'est complètement à l'arrache, quoi. Et moi, globalement, je me réjouis toujours de la descente. C'est un vrai soulagement. Et d'ailleurs, oui, le glacier en bas pour rejoindre justement le camp de base, enfin, bon, comme tous les glaciers à un certain horaire de la journée, tu voulais vraiment pas passer à pied. Et on passait avec des bonnes distances et pleines balles. Et d'ailleurs, les Américains, les Pakistanais qui étaient là, on voyait il y avait des jolis trous, donc on imaginait qu'il y avait quand même eu quelques frayeurs au même endroit qu'on passait en ski très rapidement, sur des gros ponts de neige. Donc, en plus de l'aspect ludique, vous vous économisez à la descente. Ouais, vraiment. Ouais. Et Tiffaine, on en parlait tout à l'heure. Toi, après le Gasherbrum 2, donc Guillaume et Aurélia sont rentrés et vous avez eu un autre objectif en tête avec Boris. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, et puis sur ce qui s'est passé aussi avec la stratégie mise en place pour aller au sommet? Ouais, alors donc avant de partir, on avait planifié Gasherbrum 2 et 1. C'était inclus dans le prix. Donc à la fin, quand on a fait le Gasherbrum 2, on s'est dit tiens, on va faire le 1. Parce que je sais pas, vous voyez la montagne, on la voit beaucoup dans le film. Mais bref, c'est un truc super bas ski, vraiment très très classe. Et on est parti là-dessus en mode light, en pensant qu'on était acclimaté déjà. Et en fait, on s'est dit on va le faire en 2 étapes, alors qu'il se fait en 4. Et ça a été une assez grosse erreur, parce qu'on a fait un premier jour à 1500 mètres de dénivelé, un deuxième à 1006, et à
ouais, à 7008, tout s'est arrêté, quoi. Il n'y avait plus d'essence du tout, quoi. Et c'était assez fou parce qu'on était quand même arrivé jusque-là en 2 jours, et puis de faire demi-tour 200 mètres sous le sommet, c'était un peu dur. Mais par contre, on a fait une super belle descente aussi. Après ça, on a fait le couloir des Japonais qui est vraiment, vraiment très très beau à ski. Après, pour ajouter quand même un petit peu de piment à la performance qu'ils ont fait d'enchaîner avec le G1, c'est que bon, les sommets n'avaient pas été visités, c'était le Covid, donc pendant 2 ans. Et donc, vous aviez juste aucun retour non plus sur l'Icefall. Le G1, il y avait vraiment aucun retour, il y avait rien. Et puis, c'est pas tracé. Enfin, je veux dire, eux, ils ont vraiment fait la trace de A à Z. Donc, même si c'était la voie normale, je veux dire, il n'y avait pas d'autres expéditions qui étaient là pour le G1 à ce moment-là. Donc, vous avez vraiment fait la trace de A à Z. Donc, ça augmente forcément l'effort et la fatigue. Je me demandais juste, vous parlez d'Alaska, de beaucoup d'Himalaya, un peu partout dans le monde. Et du coup, est-ce que je dois comprendre que vous vous amusez plus ici? Alors, non, c'est pas du tout ça. Je dirais, on s'amuse ici tout le reste du temps. et en fait, voilà, comme dit Boris, après, quand on est un peu piqué par le voyage, moi, j'ai pas vu encore justement par exemple le Népal, vraiment l'Himalaya. Là, on était dans le Karakoram, c'est juste qu'en fait, on est dans les récits de plein de choses. On sait qu'il y a des gens qui y vont, on voit les choses revenir vers nous. On a juste envie d'aller découvrir ces régions du monde. Donc après, c'est sûr que là, le bilan carbone, il est pas top, mais le bilan plaisir et découverte, il est au max. Et donc, c'est juste que c'est toutes des belles destinations qui donnent envie. Et c'est pas pour autant que le reste de l'année, on n'est pas ici à profiter du massif. Le reste du temps, il faut travailler, donc on est là. Les porteurs, jusqu'à quelle altitude vous amènent les choses, normalement? Ça dépend en fait à quelle altitude le camp de base est établi. Mais en général, il dépasse pas toujours, il dépasse jamais le camp de base. Ils viennent avec nous jusque-là pour acheminer toute la nourriture pour 1 mois, en fait. Et puis un petit peu des casseroles, des tentes. Après, il peut y avoir des porteurs de haute altitude. Après, ça, c'est un choix aussi que tu fais de les prendre ou pas. Et non, nous, c'était pas du tout... Non. Ils prennent même pas l'oxygène de secours. Je me demandais comment vous avez géré quand tu as un projet pareil, de la gestion des risques, la cohésion d'équipe. Est-ce que vous étiez souvent sur les mêmes opinions? Comment vous avez géré vous êtes parti combien de temps au total? 2 mois. 2 mois, oui. Alors ça, c'est le crux. Parce que en fait... eux se connaissent très bien, donc ils ont leur fonctionnement à eux. C'est un vrai petit couple, Tiffen et Boris. Non mais voilà, ils se connaissent depuis vraiment longtemps, donc ils n'ont pas besoin de se dire grand-chose pour se comprendre. Après, on était 4, donc déjà ça faisait quand même 2 cordées. Mais c'est assez difficile, de quand même au final de s'entendre. Et puis plus tu vas monter en altitude, plus t'es quand même tu rentres dans une bulle où tu essayes de toi déjà t'en sortir et se sortir par le haut. Donc c'est un sujet quand même assez... tu t'entraides bien entendu, la cohésion elle est énorme. En plus avec la mixité là de nos cordées, c'était génial parce que ça donnait vraiment beaucoup de douceur d'avoir des femmes. Non mais voilà, et du coup mais il y a plein de choses que tu peux pas contrôler quand tu es vraiment très fatigué et là on n'était pas non plus toujours encordé. Donc c'est vrai qu'après il y a une histoire aussi d'allure et puis d'humeur donc non, c'est un vrai sujet et c'est pas toujours facile, mais en fait c'est un exercice. Quand tu rentres, effectivement, à la fin, tu te prends dans les bras, tu dis super, on l'a fait tous ensemble. Mais quand tu es là-haut, il se passe des choses qui restent là-haut, quoi. Du coup, pour vous, cette expédition, ça a été un succès aussi sur cette cohésion?
Ah ouais, je pense quand même parce que on se connaissait pas avant de partir. On a quand même réussi. Eux, c'était leur premier 8000. On a quand même réussi à y aller tous ensemble. Je trouve que là, de ce point de vue-là, ouais, ça a bien marché. Ça c'est clair. Et finalement, comme ils avaient pas beaucoup d'expérience, on a un peu fait comme on voulait, quoi. En fait, Tiffen, elle dit ça parce qu'elle est devant, elle fait des belles marches. Et puis toi, tu es derrière, tu n'as plus qu'à mettre les pieds dedans. Alors c'est pas mal, elle est sympa. Non, mais voilà, je pense que ils étaient, là-dessus, c'était vraiment agréable parce que vous étiez assez à l'écoute de notre expérience passée. Et puis, voilà, on a bien échangé sur comment on voyait les choses et puis on a trouvé un point d'accord qui nous a permis de faire le sommet tous les 4. Donc, ça, c'était cool. Mais le choix de tes partenaires pour aller en très haute altitude, je pense qu'il est vraiment déterminant pour la réussite du projet, c'est clair. Et j'ai une question qui me vient, mais le 8000 de tous les 8000, c'est quand même l'Everest. Est-ce que c'est quelque chose... Non, mais c'est le plus haut. C'est peut-être pas le plus technique et le plus esthétique. Peut-être que oui. Est-ce que c'est quelque chose... C'est une montagne qui vous attire? C'est presque un 9000 ou sans oxygène? Ou alors pas du tout, plutôt des lignes esthétiques, plutôt justement tout sauf l'Everest, avec les travers que ça comporte? Moi, il me fait rêver, hein, ça c'est clair. Je pense que quand tu es allé une fois en haute altitude, là, vous avez vu un peu la qualité du paysage. Donc, si on peut le voir encore un peu plus haut, c'est sympa. Après, ça reste dans un coin de la tête et puis on verra, quoi. Faut le faire bien, c'est tout. Je dirais la même chose et je compléterais peut-être juste que oui, maintenant on a l'image de l'Everest avec des longues files d'attente pour aller au sommet. Après, ça reste sur un itinéraire. Donc, peut-être que si tu utilises un autre itinéraire pour rejoindre le sommet, ça fait que là, tu fais ton propre Everest. Et ouais, moi, ça me fait bien envie aussi. Mais il y a plein de trucs à faire, c'est ça le problème. Moi, ça serait sur la gestion des MAM, quoi, les mal aigus des montagnes. Comment je pense que vous avez mal à la tête, quoi. Ça doit quand même taper fort. Comment tu sais, est-ce que tu rentres dans un MAM? Est-ce que tu dois monter? Est-ce que tu te reposes? La gestion des deux binômes. Moi, c'est un peu diffus ma question, mais moi je suis allé un petit peu en altitude, moins haut que ça. Mais comment on sait? Est-ce qu'on peut monter encore plus haut ou pas? Est-ce qu'on attend les autres? Est-ce que quand on a mal à la tête, on redescend? Voilà. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand tu es dans l'inconnu complet, que tu n'es jamais allé à ces altitudes, tu ne sais pas comment ton corps va réagir. Et en tout cas pour mon expérience, lorsqu'on était avec Aurélia, donc un petit peu en retrait finalement à eux qui nous faisaient la trace, on s'est posé plein de questions, quoi. En plus, elle avait ses problèmes de femme à ce moment-là, enfin ses problèmes. Non mais donc du coup ça crée un peu des problèmes à cette altitude. Et puis en fait, tu dis mais est-ce que je suis pas en train de faire un œdème pulmonaire là? Je suis en train de cracher de la chair. Je me sens hyper oppressé. Enfin nous on s'est posé la question pas mal avec Aurélia. Alors je pense qu'il faut pas trop se documenter quand même avant, le minimum, mais pas trop, parce que sinon elle me disait mais tu sais si j'ai vraiment mal à la nuque, je crois qu'en fait je suis en train de faire un œdème cérébral. Ah là j'ai vachement mal à la nuque là. Tu vois du coup. Donc en fait, t'essayes d'écouter les différents signaux, t'essayes d'écouter ton corps, et puis bien entendu de demander à ton compagnon de cordée s'il va bien. Mais jusqu'au sommet, enfin je sais pas, il se passe des trucs, ou alors toi tu vas avoir vraiment des moments où t'es super bien. Moi je cours un peu, par exemple dans l'ultra trail, ça va être pareil, quoi. Tu vas avoir des coups de vraiment de mal. Après ça revient, t'es au top, et c'est vachement en density comme ça. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver au sommet, j'avais remangé un gel, et je suis arrivé un peu fringant. Et voilà, et chacun vit ça différemment. Et toi, d'ailleurs, tu peux en parler de ton problème à nouveau d'oreille, qui au sommet, qui n'a pas été facile non plus. Ouais, non, moi, suite au Nanga Parbat, donc j'ai un problème d'oreille, je sais pas encore quoi, mais
je vais trouver. Et bon, ça me fait pas de mal. Hein. Je vomis pas, j'ai pas mal à la tête, mais j'ai un problème d'équilibre qui passe, mais qui est un peu gênant. Et après, une fois, ça nous était arrivé un gros début de MAM, je pense, sur le Chicha Pangma. Et là, il y avait des hallucinations et des raideurs dans la nuque. Et là, je pense que c'est. Et là, par contre, on a dit demi-tour. Là, j'ai jamais vécu cette situation, mais en tout cas, là, il était identifié, quoi. Voilà. C'était quoi tes hallucinations? Tu voyais quoi? C'était pas moi, mais donc c'était une amie qui avait vu un gendarme. C'était la voie normale du Mont Blanc. Ouais. Bon, merci beaucoup à Tiffaine et Guillaume. Je crois qu'on peut vous applaudir merci parce que merci. Ça